La Ford GT40, voiture emblématique qui remporta plusieurs courses des 24 heures du Mans et qui restera à jamais gravée dans les mémoires. La Ford T, première voiture de l'histoire peu chère à être popularisée dans le monde et à être industrialisée de façon moderne. Cet homme qui a réussi à fonder un immense empire grâce à son savoir-faire et ses multiples innovations. Bienvenue à toi, je suis MF Cars et laisse-moi te raconter l'histoire emblématique qu'est Ford et de son créateur Henry Ford. Avant de te parler de l'entreprise qu'est Ford actuellement, commençons par les origines. D'où ça vient? Qui a créé Ford? Au début, il n'y avait rien. Puis du Big Bang naît la Terre, de la Terre naît la vie, de la vie naît en 1867 dans une famille de fermiers, un petit bonhomme du nom d'Henry Ford et il ne le sait pas encore mais il va complètement révolutionner le monde de l'automobile et du travail. Pourtant c'était pas gagné hein. Il était nul à chier à l'école pour te dire. Il ne savait même pas lire ni écrire alors monter une société. Mais bon, ce mec était déjà dans le futur parce qu'à l'âge de 12 ans, son père lui offre une montre. Jusque-là, tout à fait normal, tu me diras. Sauf que lui n'a pas trouvé meilleure occupation que de la démonter, puis remonter, démonter, remonter, puis remonter, démonter, juste pour passer le temps. Ah, il devait sacrément se faire chier à l'époque, hein. Là, ça tourne pas bien. Mais grâce à ça, il s'est trouvé une nouvelle passion, la mécanique. Du coup, à seulement 15 ans, Henry construisait déjà sa première machine à vapeur. Et ouais, mon pote, il est dans le turfu, je te le dis. Moi, à 15 ans, je faisais quoi, 15 ans? Ensemble pour la victoire, Pokémon! L'année suivante, Henry Ford partira travailler à Détroit pour se faire un peu de moula. Tiens, prends de la moula. Où il enchaîna des petits boulots par-ci par-là comme réparateur de montres. Il adorait les démonter, remonter, puis démonter. Usineur de fer et d'autres jobs pas très intéressants. En vrai, ça le fait chier. Après 3 ans passés à Détroit, il décida de revenir à la ferme pour aider ses parents. Mais franchement, en gros, le travail à la ferme, ça lui casse les couilles. Il créa donc en parallèle quelques machines agricoles à vapeur fabriquées à partir de vieux châssis de tondeuses. Et pourtant, les Honda n'existaient pas encore. Oh, ça c'est pas très gentil. Et ouais, un génie, je te dis. Et bien évidemment, toujours dans l'optique de se faire un peu de thunes, les vendra à des sociétés agricoles. C'est également à cette période qu'il se trouva une petite femme et qu'il se calme avec les inventions. C'est faux, hein, évidemment, c'est faux. En 1891, Henry Ford retourna travailler à Détroit, mais cette fois-ci en tant qu'ingénieur mécanicien à la Edison Illumination Company. Oh putain, ça en jette, hein. Après 5 ans de travail acharné chez Edison, Ford a eu assez d'argent et de temps pour achever sans le savoir le projet de sa vie. Il vient de créer en 1896 son propre véhicule 4 roues fonctionnant à l'essence. J'ai nommé la Ford Quadricycle. En 1899, soit 3 ans après son exploit, Henry Ford est encouragé par pas mal de monde et y compris son ancien patron de l'époque, Thomas Edison lui-même. Eh oui monsieur, pour qu'il se lance et fonde son entreprise. Il démissionnera donc de chez Edison Illumination Company. T'as vu mon accent anglais? Ah, c'est nul. C'est pas bien. Et créa avec un copain d'enfance la Detroit Automobile Company qui a pour but de créer des voitures pas chères pour la populace. Et là, bah ça marche pas. Bah ouais, ça marche pas. Pas assez d'expérience dans le domaine et la société ferme à ses portes en 1901. Et c'est comme ça que la vie d'Henry Ford se termine. Ah, certainement pas. Ah ben justement. Henry Ford ne se décourage pas, il avait les nerfs solides le gaillard, et ouvre peu de temps après une nouvelle entreprise sous le nom de Henry Ford Company. Ils aimaient bien le mot compagnie à l'époque. Pour éviter une nouvelle fois la faillite, Ford a eu une idée de génie. Faire la pub de sa société en créant une voiture de course 4 cylindres de 17,6 litres de cylindrée. Oh putain! Et de mettre la branlée de leur vie à ses pilotes de pacotille. Et ça marche. Henry Ford, étonnamment au volant de sa Ford 999, tu retournes les lettres, t'as vu, ça fait 666, extermine Alexander Winton, un pilote très
réputés de l'époque. Et grâce à cette victoire, Ford se fait connaître dans tous les États-Unis. Bravo l'artiste. Malheureusement, en 1902, Henry Ford démissionne de sa propre société car les actionnaires de la Henry Ford Company lui cassent tellement les couilles pour qu'il commercialise au grand public sa voiture de tourisme. Alors, qu'elle n'était pas prête, mais plutôt que de dire Oh, c'est pas si mal. il a préféré se barrer. Ah là là, sacré Henry, il en a des boules. Petite anecdote d'ailleurs, après le départ d'Henry, la société sera reprise par un riche industriel du nom de Cadillac. Et la première voiture que Cadillac a commercialisée, la Cadillac Model A, était tout simplement la voiture sur laquelle Henry Ford travaillait. Du coup, la première Cadillac sortie au monde, c'était une Ford rebadgée. C'est honteux. Haha, les traîtres. Peu de temps après cette mésaventure, Ford décida de recréer une troisième entreprise. Ah bah oui, comme si c'était pas suffisant. Mais cette fois-ci, il décide de la créer avec un certain Alexander Malcolmson, un de ses anciens collègues de la Edison Illumination. Et enfin, il sort une voiture destinée à la populace. Je parle bien entendu de la Ford Model A. Et comme une fois n'est pas coutume, les ventes ne prennent pas. Tellement pas que le vice-président Alexander Malcolmson demande de l'aide auprès de ses employés. Bon, en gros, il demande d'investir dans la société. Putain, le culot quand même. Et d'un banquier germano-américain du nom de John Gray. Et ce gars-là avait du flair, car il a investi 10 500 $ de l'époque, ce qui fait environ de nos jours 300 000 $, et devient l'actionneur principal de la Ford et Malcolmson Ltd. Et vu qu'il détient plus de 50% des parts, il devient le président officiel de l'entreprise et décide de la renommer la Ford Motor Company, l'entreprise qu'on connaît tous. Ford et son acolyte ne deviennent que les vice-présidents détenant chacun 22,5% des parts du marché. T'imagines quand même, tu crées une boîte, tu fermes, tu recrées une boîte, tu démissionnes, tu recrées une boîte, tu te fais racheter. Mais bon, ce n'est pas bien grave, car peu de temps après, Ford devient enfin rentable et rentre son premier 100 000 $ de bénéfices, suivi peu de temps après par ses premiers 250 000 $ de profit. Oui, enfin. Enfin! Le 22 octobre 1906, Henry Ford redevient le directeur de Ford et en 1907, les Ford haut de gamme sortent. Les Ford Model B et K sont là et c'est un carton plein. L'entreprise excède le $1 million de profit, ce qui fait de nos jours 30 millions de $, hein, bon, voilà. Mais ce n'est pas fini. L'année suivante, Ford dira « Je construirai une voiture automobile pour le plus grand nombre ». Et en octobre 1908, la tant attendue Ford T sort enfin des usines et là, c'est la révolution. Désignée la voiture la plus importante du XXe siècle. Cette Ford a révolutionné le monde du travail et de l'automobile avec des ventes records, accroche-toi bien, de 16,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ce qui est pour l'époque et même encore de nos jours, démentiel. Déjà, cette Ford remplit le cahier des charges initial de Ford, à savoir simple à conduire et peu coûteux à réparer. De plus, cette voiture coûtait seulement 825 $ à son lancement grâce à une nouvelle méthode de travail appelée le Fordisme et baisse progressivement d'année en année jusqu'à atteindre la modique somme de 290 $ en fin de carrière. C'est vraiment fou quand tu vois que la concurrence plafonnait environ à 2000 $. C'était un peu les Dacia de l'époque finalement. Ah, d'accord. On me dit dans l'oreillette que tu ne sais pas ce qu'est le Fordisme, mais que tu l'as déjà entendu quelque part. Et justement, on en parle souvent à l'école et il est toujours utilisé. Alors qu'est-ce que le Fordisme? Eh ben c'est simple. Assis-toi, prends-toi ton petit café, je t'explique. D'ailleurs, petit aparté, mets-moi en commentaire d'où tu regardes la vidéo. Si t'es dans tes chiottes, en train de poser ta pêche ou en train de dormir, j'en sais rien, dis-le moi. Le Fordisme est un modèle d'organisation et de développement d'entreprise permettant d'accroître la productivité et elle est basée sur 3 points importants. La division du travail, la standardisation, l'augmentation des salaires. L'ouvrier qui met la vis ne met pas le boulon. L'ouvrier qui met le boulon ne sert pas la vis. L'ouvrier qui serre la vis ne met pas les roues, etc. etc. C'est aussi grâce ou à cause, appelle ça comme tu veux, du Fordisme que le travail à la chaîne s'est démocratisé. Ford a vraiment créé une chaîne de travail moderne, entre guillemets, avec des tapis roulants pour éviter que les ouvriers ne perdent du temps à faire des
des allers-retours. Pour la petite histoire, ce n'est pas Ford qui a inventé le travail à la chaîne, ils l'ont juste démocratisé. En réalité, l'idée vient d'un certain William C. Clan, qui était le machiniste de Ford, qui était en visite dans un abattoir et il a eu une révélation. Bon, une révélation devant les animaux morts, certes, mais il a eu une vision. En fait, dans cet abattoir, chacun avait son poste de travail défini et chacun faisait une tâche précise et uniquement sa tâche. C'était tout simplement du travail à la chaîne en fait, mais il s'est dit qu'adapter ce travail à la chaîne dans l'automobile pourrait être une bonne idée. Il propose le projet et paf, c'est adopté. Et c'est comme ça que Ford créera la toute première ligne de montage industrialisée et moderne destinée à l'automobile. Et la Ford T a été la toute première voiture du monde à avoir été construite en grande série grâce à l'industrialisation, d'où en partie son succès. Pour réduire encore les coûts, le Fordisme se base également sur la standardisation. Et la standardisation, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de produire en grande série des autos à des coûts très bas avec des pièces interchangeables. En gros, les pièces sont facilement adaptables sur plusieurs voitures différentes. Et ouais, c'est pas Volkswagen qui dira le contraire. Et enfin, pour éviter un roulement trop important des équipes, parce que bon, le travail à la chaîne, ça va 2 minutes, le Fordisme privilégie une récompense financière. Le salaire moyen était d'environ 5 à 6 $ par jour, alors que dans les autres entreprises, on était à peine à 2 voire 3 $. L'arnaque automobile. Bonjour, j'aimerais parler au patron et dites-lui que ça va chier. Juste un instant, monsieur, ça va chier. Henry Ford était un grand capitaliste, mais il n'hésitait pas à payer le prix fort pour satisfaire ses équipes. Il a également réduit le temps de travail journalier de 9 h à 8 h. Ah, un homme qui savait écouter ses employés. Pas du tout. Alors là, il en avait rien à foutre en vrai. Il détestait les syndicalistes et les grévistes et agissait uniquement dans l'intérêt de sa boîte. S'il a fait ça en réalité, c'est tout simplement pour que les ouvriers n'aillent pas voir ailleurs. Aussi simple que ça. Putain, tu te rends compte? En 100 ans, la mentalité des patrons n'a pas changé. Ça, c'est vrai, ça. On va passer volontairement l'histoire de la Première Guerre mondiale car en vrai elle n'est pas très intéressante, à part que Ford construisait des avions et des chars pour les Alliés. Mais bref, passons directement en décembre 1918 où Henry met à la tête de son entreprise son fils Edsel Ford. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, il y a eu un fils entre deux. Mais Henry, c'est un malin et il veut quand même garder le rôle de décisionnaire dans son entreprise. Il rachète tous les parts de son entreprise pour 106 millions $. Voilà, comme ça c'est le seul à décider. Tu veux ma place? Tiens. En 1920, les ventes de la Model T commencent à diminuer. Car c'est toujours la même chose, il n'y a pas d'innovation. Les gens évoluent et veulent de plus en plus de voitures modernes qui se différencient des autres. Et c'est comme ça qu'en 1926, sous la pression de son fils Edsel, Henry donne enfin l'ordre de créer la Ford Model A deuxième génération. Et à ce moment-là, on va rentrer dans la fameuse crise économique de 1929. Ah là là, cette histoire. Malgré le crash financier de 1929, Henry Ford veut doubler la production de la Model A. Il faut produire jusqu'à avoir un rythme de vie insupportable. Car ce gentil monsieur là régnait ses usines par la peur. T'es pas content? Tu dégages. Et ça, les syndicalistes et les ouvriers n'aiment pas. Qui sont de plus en plus énervés de cette situation et font de plus en plus de grèves. Et Henry, au lieu de discuter, n'a pas trouvé meilleure solution d'engager 3500 hommes de main pour péter la gueule à ceux qui lui font chier. Tenace le mec, on dirait un peu le Enzo Ferrari d'Amérique. En 1937, une bagarre sanglante éclata dans l'une de ses usines entre ouvriers syndicalistes et le service de sécurité de Ford. Et cette guerre s'appellera la bataille de l'Overpass. En vrai, on dirait une mission Call of Duty. Edsel Ford réussit tout de même à calmer les tensions après 4 ans de bataille et les tensions se calment enfin, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ah bah tiens donc, qu'est-ce qu'il a pu se passer à la Seconde Guerre mondiale? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Évidemment, monétisation YouTube, petit homme moustachu, tu connais. Mais Henry Ford a eu énormément de drama concernant son implication au sein de la Seconde Guerre mondiale. En vrai, il fournissait des véhicules de guerre aux petits moustachus, à sa mère patrie, à l'URSS, enfin bref, là où il pouvait se faire de la thune, il y allait, comme à peu près tous les grands constructeurs de l'époque finalement. Mais on s'égare un peu et faisons un petit retour dans le temps en 1932, la date où Ford introduit pour la toute première fois un V8 dans une voiture produite à grande échelle. J'ai nommé la Ford
modèle B V8. Enfin un vrai moteur. Par la suite, quasiment toutes les Ford sortiront avec une version V8 sous le capot, voire dispo uniquement en V8. Bon, l'Amérique, c'est autre chose. En 1939, Ford, ou plutôt Edsel Ford, créera une marque complètement oubliée, Mercury. Ah, t'en as jamais vu, hein? Eh ben c'est normal, cette marque a complètement disparu, tout comme son créateur qui mourra en mai 1943 d'un cancer de l'estomac. Putain, bâtard, c'est quoi cette transition de fils de... D'ailleurs, tu savais que pour rendre hommage à Edsel Ford, Ford ont créé Edsel, une marque automobile à son effigie. Non? Eh bah sache que beaucoup d'Américains connaissent très bien cette marque, étant donné qu'elle a été l'un des plus gros bits de l'histoire automobile d'Amérique. Henry sera une nouvelle fois obligé de reprendre entièrement le flambeau après la mort de son fils, en attendant que son petit-fils Henry Ford II revienne de la marine. Même si le conseil d'administration n'était pas trop chaud, car selon eux, Henry Ford II était un peu paranoïaque, mentalement instable et sénile. Enfin voilà quoi, selon eux apparemment. Mais c'est en 1945 que Henry Ford II prend enfin le règne de l'entreprise et c'est là que ça va réellement commencer à être intéressant. Le 7 avril 1947, Henry Ford meurt à l'âge de 83 ans d'une hémorragie cérébrale, laissant derrière lui une entreprise sur le déclin avec des pertes annoncées à 10 millions de dollars par mois. Car malheureusement, personne n'osait réellement lui tenir tête. Ah bah le bouton du siège éjectable était pas loin. Ah bah je te l'ai dit, le Enzo Ferrari d'Amérique. Malgré ses actes parfois controversés, il a reçu plusieurs médailles d'or pour sa contribution exceptionnelle au bien-être de l'humanité ainsi qu'un jubilé d'or de l'industrie automobile. Pas mal, non? Mais bon, revenons à Henry Ford II, fraîchement directeur de la boîte. D'entrée de jeu, il adopte un style de gestion agressif. L'une de ses premières actions a été de renvoyer Harry Bennett, chef du service département de Ford, qui avait été recruté par Henry Ford pour péter les genoux des syndicalistes et qui avait bien foutu la merde. Et paf! Ensuite, pour contrer son manque d'expérience, il embaucha plusieurs cadres expérimentés pour l'aider, ainsi que 10 jeunes cadres tout droit sortis d'école pour moderniser l'entreprise, ainsi que quelques financiers, enfin bref. Il revoit toutes les équipes. En 1949, la Ford 1949 sort des usines. Ils sont vraiment pas fait chier pour le nom. Bon, par contre, j'adore la gueule. Et cette voiture avait pour but d'être la petite Ford avec le même esprit qu'avant, pas cher et fonctionnel, et ça marche plus ou moins. Ford récupère du profit et les ventes montent. Mais les gens se lassent, c'est Ford, c'est quand même une marque de vieux. En 1960, Henry Ford II devient PDG de la boîte et en a vraiment marre que ses voitures sont achetées uniquement par les vieux. Il veut que la société retrouve sa gloire d'antan, comme l'a fait son grand-père à l'époque. Et pour ça, il fait appel à Carroll Shelby, un très grand préparateur automobile de l'époque. D'ailleurs, je ferai sûrement une histoire à ce sujet. N'hésite pas à me le dire en commentaire si jamais tu es intéressé. Et le met au défi de créer une auto capable d'enculer Ferrari aux 24 heures du Mans. La Ford GT40 MK2 équipée du fameux V8 de 7 litres est née. Et franchement, quel missile! Je ne vais pas te raconter l'histoire en détail ainsi que la conception et les caractéristiques de la voiture car la vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais pour me faire pardonner, je te conseille très fortement d'aller voir le film Le Mans 66 qui résume plus ou moins à la perfection toute l'histoire et ce qui s'est réellement passé. Franchement, ce film est une masterclass. Ah là là, Enzo Ferrari, un grand homme. En 1964, Henry Ford II lance en parallèle de ce projet fou et collabore avec sa nouvelle équipe pour créer la Ford Mustang de 1964. Pour plaire à la nouvelle clientèle issue du baby-boom d'après-guerre, fan des petites sportives légères et puissantes. Merci Volkswagen et sa coccinelle. Les ventes sont plutôt correctes, mais Henry Ford II n'est toujours pas convaincu. Il veut gagner la course. On dirait un petit caprice de gosse. En 1966, Ford remporta les 24 heures du Mans avec non pas
une voiture, mais 2 GT40 qui franchissent la ligne d'arrivée en même temps. Ce qui fera un coup de pub gigantesque auprès de la marque et imposa le respect d'Enzo Ferrari. Jusqu'en 1969, c'est toujours Ford qui gagna les 24 heures du Mans avec la GT40, avec 4 victoires consécutives, et c'est grâce à ce coup de pub que Ford regagna la confiance de ses clients et surtout convainc le cœur des jeunes fans d'automobile. Les ventes des Mustang repartent de plus belle et Henry Ford II a réussi son pari. La société ne s'est jamais aussi bien portée depuis qu'il a repris les rênes et franchement, chapeau pour ça. Pour quelqu'un qui n'est que le second, il se débrouille bien, hein. La société est tellement prospère qu'en 1967, Ford Europe voit enfin le jour en Allemagne et cette filiale sert à vendre des voitures plus communes à l'Europe, comme le Ford Transit, la Ford Fiesta, la Ford Focus, la Puma. Ah bah ouais, on n'a pas le même délire chez nous, hein. Et tout finit bien pour monsieur Henry Ford II, qui aura réussi à redresser l'entreprise avec l'aide de ses associés et mourra à l'âge de 70 ans le 29 septembre 1987. Ford Amérique continuera de sortir des beaux bébés comme les fabuleuses Mustang 5 litres V8, Ford GT et tout autre truc bien rigolo. Et chez nous, avec l'ascension du rallye, Ford Europe créera de petites bombinettes comme les Ford Sierra Cosworth, les Escort Cosworth et tout autre Fiesta ST et Focus RS. Et mon petit doigt me dit que c'est quand même pas mal. Ford, de nos jours, c'est 2 entités distinctes qui se complètent et le 6e plus gros constructeur automobile du monde, ce qui n'est vraiment pas dégueu, car je te rappelle qu'ils ne sont rattachés à aucun groupe, ils sont seuls. Et rien que pour ça, bravo. Et avant que je ne te laisse là, je vais te poser une dernière question. Penses-tu qu'Henry Ford sera fier de nos jours de voir comment a évolué son entreprise? Je te laisse répondre à cette question dans les commentaires. Voilà mon ami, cet épisode spécial sur l'histoire de Ford est désormais terminé. J'espère qu'elle t'a plu et que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si tu veux continuer l'histoire de Ford avec moi. 3 autres vidéos vont sortir chaque dimanche du mois de juillet sur l'essai de la Ford Focus RS MK 1, 2 et 3. Donc je t'invite grandement à activer la petite cloche pour ne rien rater. Et évidemment, comme d'habitude, à me mettre ton plus beau pouce bleu. Sur ce, moi je te laisse là et te donne rendez-vous dimanche prochain pour l'essai de la légendaire Focus RS Mark 1. À la semaine prochaine!